Par un matin d'été dans l'Idaho, une mère regardait sa fille partir avec le chien de la famille pour une courte promenade matinale, sans savoir que ce serait la dernière fois qu'elle les verrait. Les recherches de la police n'ont rien donné, les bénévoles n'ont trouvé aucun indice, et l'affaire s'est refroidie semaine après semaine. Mais 12 mois plus tard, un chasseur pistant des élans avec une technologie d'imagerie thermique capture quelque chose sur son drone, déclenchant une chaîne d'événements qui allait révéler un cauchemar dépassant les pires imaginations de chacun. La sonnette stridente brisa le calme du petit matin comme une lame. Marissa Ewing resserra sa robe de chambre autour d'elle en se dirigeant vers la porte d'entrée, ses pieds nus froids contre le parquet. À travers le judas, elle vit le détective Marcus Holbrook debout sur son porche, son souffle visible dans l'air frais de l'Idaho. Son cœur s'effondra immédiatement. Durant l'année écoulée, depuis la disparition d'Adrienne, chaque visite inattendue des forces de l'ordre portait le poids d'une possible conclusion. « Détective Holbrook », dit-elle en ouvrant la porte, incapable de contrôler le tremblement de sa voix. « Avez-vous trouvé ? Madame Ewing, puis-je entrer ? J'ai des nouvelles concernant l'affaire de votre fille. » Elle s'écarta silencieusement, le conduisant au salon où la photo d'Adrienne de son année de première occupait toujours une place de choix sur la cheminée. L'expression du détective était indéchiffrable alors qu'il s'installait dans le fauteuil face à elle. « Tôt ce matin, nous avons reçu un appel d'un chasseur nommé Dale Morrison », commença le détective Holbrook, sortant sa tablette. Il utilisait un drone thermique pour suivre les schémas de migration des élans dans la forêt nationale de Cœur d'Haleine quand son équipement a détecté une signature thermique inhabituelle. Les mains de Marissa se crispèrent sur ses genoux. Quel genre de signature thermique ? Au début, M. Morrison pensait qu'il s'agissait d'un coyote. L'imagerie thermique montrait un animal de taille moyenne attaché à un arbre, profondément dans la forêt. Mais quand il a manœuvré le drone pour avoir une meilleure vue, le détective tourna la tablette vers elle, montrant des images thermiques granuleuses. La forme et la taille du corps étaient clairement celles d'un chien domestique. Un golden retriever, pour être précis. Le monde bascula. Marissa s'agrippa au bras du canapé. « Buddy ? Nous le pensons, le chasseur nous a immédiatement contactés, et nous avons dépêché une équipe. Madame Ewing, d'une façon ou d'une autre, après une année entière, le chien de votre fille, on l'est toujours en vie. »« C'est impossible, » murmura Marissa. « Comment aurait-il pu survivre si longtemps ? Où est Adrienne ? Est-elle ? » « Nous mobilisons des équipes de recherche immédiatement, » dit rapidement le détective Holbrook. « Toutes les unités disponibles sont déployées dans cette zone. Mais je dois vous dire que le chien a déjà été secouru. Il est à la clinique vétérinaire d'urgence du nord de l'Idaho sur l'autoroute 95. Il est vivant, Madame Ewing, et d'après ce que l'équipe de secours a rapporté, on s'est occupé de lui. » Marissa était déjà debout, l'esprit en ébullition. « Occupé de lui ? Que voulez-vous dire par occupé de lui ? Je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez par vous-même. Je peux vous y conduire maintenant si vous le souhaitez. » 20 minutes plus tard, il se garait sur le parking de la clinique vétérinaire. Marissa attendit à peine que le détective se gare avant de sortir de la voiture, se précipitant à travers les portes vitrées. La réceptionniste, reconnaissant l'urgence sur son visage, les conduisit immédiatement dans une salle d'examen. Dr Sarah Chen, une femme dans la quarantaine avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, était penchée sur un golden retriever sur la table d'examen. Même de dos, même après un an, Marissa savait que c'était Buddy. Son pelage était emmêlé par endroits, sa silhouette plus mince, mais c'était incontestablement lui. « Madame Ewing », dit doucement Docteur Chen s'écartant. « Il est sédaté pour le moment, juste pour le garder calme pendant que nous l'examinons. Mais il va s'en sortir. » Les mains de Marissa tremblaient alors qu'elle tendait le bras pour toucher la fourrure de Buddy. Il était réel, chaud, respirant, vivant. Comment réussit-elle à demander ? L'expression du docteur. Chen devint perplexe. C'est ce qui est remarquable dans cette affaire. Malgré un traumatisme évident et les circonstances, Buddy montre des signes clairs de nourrissage régulier au cours de l'année écoulée. Quand nous avons vidé son estomac, nous avons trouvé de la nourriture récente. Des croquettes pour chien, probablement ingérées dans les 12 dernières heures. Son état corporel est en fait relativement bon, compte tenu des circonstances. Quelqu'un s'est définitivement occupé de lui. Quelqu'un le maintenait en vie, dit doucement le détective Holbrook. La question est qui et pourquoi ? Les doigts de Marissa trouvèrent les marques de corde autour du cou de Buddy, fraîches et à vif. Ces marques ? Oui, dues au fait d'être attachées à l'arbre. Mais regardez ici, docteur. Chen pointa vers le collier de Buddy. Ce n'est pas le collier qu'il portait quand il a disparu, n'est-ce pas ? Marissa fixa le collier bleu, simple et sans médaille. Non, il avait un collier en cuir rouge avec ses médailles, son nom, notre adresse, mon numéro de téléphone. Celui-ci est différent. Quelqu'un l'a changé, dit le détective Holbrook, prenant des notes. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'il soit identifié s'il était trouvé trop tôt. Mais pourquoi le garder en vie ? Demanda Marissa, la voix brisée. Si quelqu'un a enlevé Adrienne, pourquoi nourrir son chien pendant 1 an ? Pourquoi l'attacher là où il pourrait être trouvé ?
La mâchoire du détective se crispa. Ce sont des questions auxquelles nous avons l'intention de répondre. Les équipes de recherche convergent déjà vers la zone où Buddy a été trouvé. Si Adrienne est là-bas, s'il y a une trace d'elle, nous la trouverons? Dr. Chen caressa doucement la tête de Buddy. Il a traversé beaucoup d'épreuves, mais c'est un battant. J'aimerais le garder en observation pendant au moins 24 heures, faire d'autres tests. Mais physiquement, il va se rétablir. Marissa acquiesça, hébétée, incapable de détacher son regard du chien qui avait été le compagnon constant de sa fille. Buddy avait été le cadeau d'anniversaire des 16 ans d'Adrienne, il y a seulement 2 ans. Ils avaient été inséparables, faisant leurs promenades matinales ensemble chaque samedi sans faute. Jusqu'à ce samedi matin de juillet, où aucun des deux n'était rentré à la maison. « Madame Ewing !» dit doucement le détective Holbrook. « C'est la piste la plus solide que nous ayons eue. Quelqu'un a gardé ce chien en vie pour une raison. Cette personne sait ce qui est arrivé à Adrienne. » Alors que Marissa se tenait dans cette salle d'examen stérile, regardant la poitrine de Buddy se soulever et s'abaisser à chaque respiration sous sédatif, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des mois, l'espoir. Un espoir terrible et fragile que quelque part, quelqu'un avait gardé sa fille aussi vivante qu'ils avaient gardé son chien. Le téléphone sonna juste au moment où Marissa rentrait de la clinique vétérinaire. Elle avait passé la dernière heure assise avec Buddy, observant sa forme sédatée et essayant d'assimiler les révélations de la matinée. Le nom de la directrice Janet Morrison apparut sur l'identifiant d'appel. « Marissa, je viens d'apprendre la nouvelle par le département de police. » La voix de la directrice Morrison était haletante d'urgence. « À propos du chien d'Adrienne qui a été retrouvé. Toute la communauté du lycée Lakeland veut aider. Nous organisons des équipes de recherche bénévoles pour ratisser la zone forestière où le chien a été découvert. Nous espérons trouver une trace d'Adrienne. Janet, La voix de Marissa se brisa. « Merci. Plusieurs enseignants sont déjà en route vers votre maison pour coordonner les recherches. Nous n'allons pas perdre un instant. Adrienne est l'une des nôtres, et nous allons la ramener à la maison. » En 30 minutes, la maison tranquille de banlieue de Marissa s'était transformée en centre de commandement. Des voitures bordèrent la rue, tandis que des enseignants, du personnel et des parents bénévoles arrivaient avec des cartes, des trousses de premiers secours et des talkie-walkie. Sa table de cuisine était couverte de cartes topographiques de la forêt nationale de Cœur d'Haleine et quelqu'un avait installé une station de café sur le comptoir. Jim Rodriguez, l'entraîneur de football de l'école qui servait de coordinateur de recherche, se tenait à la tête de la table avec un pointeur laser. « Très bien tout le monde, écoutez, nous allons nous diviser en équipes de 6. Chaque équipe se verra attribuer une section quadrillée rayonnant à partir de l'endroit où Buddy a été trouvé. » Il pointa vers un X rouge sur la carte. C'est à environ 15 miles au nord-est de la ville, près de Bunker Road. C'est un terrain accidenté, les amis. Parmi les bénévoles rassemblés, Marissa remarqua M. Tobias Chandler, le professeur de biologie avancée d'Adrienne. Il se tenait légèrement à l'écart des autres, étudiant les cartes avec une intense concentration. Contrairement aux autres enseignants arrivés en vêtements décontractés adaptés à la randonnée, M. Chandler portait un équipement technique qui semblait flambant neuf, chemise anti-humidité, pantalon convertible et bottes de randonnée haut de gamme. « Madame Ewing !» M. Chandler s'approcha d'elle avec une expression compatissante. « Je veux que vous sachiez à quel point cela nous a tous profondément affectés à l'école. Adrienne est une élève si spéciale. » « Merci, Monsieur Chandler. Elle a toujours apprécié votre cours. » Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur qui aurait pu être de la fierté. Elle est remarquablement dévouée à ses études de biologie avancée. Je me souviens qu'elle restait après la classe l'année dernière, posant des questions sur les prérequis pour les programmes de médecine. Elle a toujours voulu vous rendre fier. Marissa cligna des yeux, surprise par ce souvenir spécifique. Elle vous a parlé de médecine ? Ah oui, assez fréquemment. Elle était particulièrement anxieuse à l'idée d'entrer dans le programme de l'Université de Washington. Elle disait que c'était son école de rêve, mais elle craignait que ses notes ne soient pas assez compétitives. Je l'ai assurée qu'avec son éthique de travail et son intelligence naturelle, elle n'avait aucun souci à se faire. Il fit une pause, son expression devenant plus intense. Elle a mentionné ressentir une pression pour réussir, surtout après les récents changements dans votre famille. La référence à son divorce fit légèrement se raidir Marissa. Elle ne se souvenait pas qu'Adrienne ait été si ouverte avec ses professeurs sur des questions personnelles. « Je voudrais me porter volontaire pour diriger l'équipe de recherche C », annonça M. Chandler à la salle sortant un GPS portable de son sac à dos. « Je prendrai le quadrant Est. J'ai beaucoup étudié les protocoles de recherche et de sauvetage durant la nuit et j'ai apporté des fournitures d'urgence, fusées éclairantes, couvertures de survie, pastilles de purification d'eau. » L'entraîneur Rodriguez semblait impressionné. « C'est une préparation minutieuse, Tobias. Nous apprécions l'initiative. » M. Chandler déploya une carte topographique détaillée qu'il avait apparemment imprimée lui-même, avec des élévations et des marqueurs de sentiers en surbrillance. La section comporte plusieurs ravins et une végétation dense.
Elle nécessite quelqu'un avec de l'expérience en randonnée pour naviguer en toute sécurité. « Où voulez-vous que je me place ?» demanda Marissa, s'approchant de la table. Monsieur Chandler leva rapidement les yeux. « Oh, je pense que vous devriez rejoindre l'équipe A qui se dirige vers le nord, Madame Ewing. Ce terrain est plus gérable, principalement des sentiers établis. La route que je vais prendre est assez difficile. Pentes raides, rochers instables, nous ne voudrions pas que vous vous blessiez alors qu'Adrienne a besoin que vous soyez forte. » Quelque chose dans la façon dont il l'éloignait de sa zone de recherche fit hésiter Marissa, mais l'entraîneur Rodriguez acquiesçait déjà. Il a raison, l'équipe A couvrira la section nord. C'est là que se trouvent les anciennes routes forestières, un terrain plus facile. Alors que les équipes se formaient et se préparaient à partir, Marissa observa M. Chandler organiser efficacement son équipe, distribuant des fournitures et donnant ce qui semblait être un briefing de sécurité bien rodé. Pour un professeur de sciences du lycée, il semblait remarquablement préparé pour ce scénario précis, comme s'il l'avait planifié. « Nous la retrouverons, Madame Ewing ?» dit-il en passant près d'elle en sortant, sa main touchant brièvement son épaule. « Je vous promets que nous fouillerons chaque centimètre de cette forêt. Adrienne mérite de rentrer chez elle. » Avant le départ des équipes de recherche, il y eut une accalmie pendant que les bénévoles rassemblaient leur équipement et finalisaient les arrangements de transport. Marissa se retrouva à la table de cuisine avec M. Chandler et quelques autres enseignants, révisant une dernière fois la grille de recherche. Le professeur de sciences avait rapproché sa chaise de la sienne, indiquant divers points de repère sur sa carte détaillée. « Vous savez, Madame Ewing, » dit M. Chandler, sa voix prenant un ton confidentiel, « je réfléchissais à toutes mes conversations avec Adrienne au cours de l'année écoulée. Il pourrait y avoir des endroits qu'elle a mentionnés qui pourraient aider à restreindre notre recherche. »« Quel genre de conversation ?» demanda Marissa, reconnaissante pour toute piste potentielle. « Eh bien, elle parlait souvent de ses objectifs universitaires pendant nos séances. Elle était profondément anxieuse à l'idée d'entrer dans un bon programme de médecine. » Il se pencha en arrière, son expression pensive. « Elle a spécifiquement mentionné sa peur de vous décevoir, surtout après que votre mari soit parti il y a 3 ans. Elle sentait qu'elle devait être parfaite pour compenser tous ces bouleversements. » Marissa retint son souffle. Le divorce avait été finalisé il y a 3 ans, oui, mais Adrienne avait été si stoïque à ce sujet. Elle n'avait jamais exprimé ses sentiments directement à Marissa. « Elle vous a parlé de ça ?»« Oh oui, nous avons beaucoup parlé. Son perfectionnisme pesait vraiment sur elle. Elle disait des choses comme « Maman a traversé tellement d'épreuves, je ne peux pas la décevoir. Et si je n'étais pas assez intelligente pour l'école de médecine ?» Elle se mettait une pression énorme. Madame Patterson, la professeure d'anglais, bougea inconfortablement sur sa chaise. « Je ne réalisais pas qu'Adrienne luttait autant. Elle a toujours semblé si confiante en classe. Elle s'est ouverte pendant nos séances de tutorat, expliqua M. Chandler. Les environnements en tête-à-tête ont tendance à rendre les élèves plus à l'aise pour partager leurs préoccupations. Je suis si reconnaissante pour ces séances de tutorat, dit Marissa, touchant brièvement son bras. Ses notes en biologie se sont tellement améliorées, de B à A. Ces séances du lundi et du mercredi ont vraiment fait la différence. » L'expression de M. Chandler vacilla un instant avant qu'il ne sourit. « En fait, nous nous rencontrions les mardis et jeudis. Je m'en souviens spécifiquement parce que c'était mes jours de tutorat désignés. » Marissa fronça les sourcils. « Non, je suis certaine que c'était les lundis et mercredis. C'était à mes quarts de travail tardif à l'hôpital. Je m'en souviens parce que je lui laissais le dîner dans le réfrigérateur ces soirs-là. La mémoire peut être trompeuse pendant les périodes stressantes, dit doucement M. Chandler. Mais je suis tout à fait certain que c'était les mardis et jeudis. En fait, Adrienne préférait étudier dans la salle de préparation des sciences plutôt qu'à la bibliothèque parce que c'était plus calme, plus privé pour un apprentissage concentré. La salle de préparation, intervint l'entraîneur Rodriguez, n'est-elle pas généralement interdite aux élèves? J'ai fait une exception pour les élèves dévoués comme Adrienne. Elle m'aidait en fait à organiser les fournitures pendant que nous révisions le matériel. L'apprentissage kinesthésique, qui vous savez, cela l'aidait à mieux retenir l'information. La voix de M. Chandler prit une qualité presque nostalgique. Elle a gagné pas mal de points supplémentaires en restant après l'école pour aider à préparer les expériences de laboratoire. Une jeune femme si dévouée. Marissa sentit un étrange malaise lui remonter l'échine. La façon dont il parlait de ses séances privées, la connaissance détaillée des pensées intimes de sa fille, cela semblait dépasser ce qu'impliquait une relation typique enseignant-élève. À quelle fréquence ces séances en salle de préparation avaient-elles lieu ? Demanda-t-elle prudemment. Oh, assez régulièrement. Parfois, elle restait jusqu'à 5 ou 6 heures du soir, surtout quand nous nous préparions pour des examens importants. Elle était déterminée à maintenir sa moyenne A. Il sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit frissonner la peau de Marissa. Je lui ai dit qu'avec son intelligence naturelle et mes conseils, elle pouvait réaliser tout ce qu'elle se fixait comme objectif.
Le téléphone de M. Chandler, face visible sur la table, vibra soudainement avec un message entrant. Avant qu'il ne puisse le saisir, Marissa aperçut l'aperçu de la notification « Tiens-toi au plan ». Il retourna rapidement le téléphone, son mouvement un peu trop vif, trop nerveux, probablement d'autres enseignants qui vérifièrent à propos de la recherche, dit-il, mais sa voix avait pris un ton légèrement plus aigu. « Vous n'allez pas y répondre ?» demanda Madame Patterson. « Ça pourrait être important pour la coordination des recherches. » « Non, non, je suis sûr que ce n'est rien d'urgent. Nous devrions nous concentrer sur la tâche à accomplir. » Il se retourna vers la carte, mais Marissa remarqua que ses mains n'étaient plus tout à fait stables alors qu'il indiquait divers secteurs. Le malaise dans l'estomac de Marissa grandissait. Les détails personnels qu'il connaissait, la confusion concernant le programme de tutorat, les séances privées dans des zones restreintes, et maintenant ce message cryptique, individuellement, il ne signifiait peut-être rien. Mais ensemble, ils peignaient un tableau qui la mettait profondément mal à l'aise. « Monsieur Chandler, dit-elle lentement, Adrienne a-t-elle déjà mentionné des endroits spécifiques dans la forêt où elle aimait randonner, des sentiers qu'elle appréciait particulièrement ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, elle y vit quelque chose vaciller. Un calcul? De la peur? Non, elle n'était pas vraiment une personne d'extérieur. Elle préférait ses livres aux chaussures de randonnée. C'est pourquoi toute cette disparition est si déconcertante. Ce n'était pas son genre de s'écarter du sentier. Mais Marissa savait que c'était un mensonge. Adrienne adorait la randonnée, avait été dans l'équipe de trail en seconde. Soit M. Chandler ne connaissait pas sa fille aussi bien qu'il le prétendait, soit il était délibérément trompeur. Aucune des deux options ne lui convenait. L'agitation dans son allée s'intensifia alors que les équipes de recherche chargèrent l'équipement dans les véhicules. Par la fenêtre du salon, Marissa pouvait voir M. Chandler diriger son équipe avec une efficacité rodée, distribuant des talkie-walkies et vérifiant les sacs à dos. Quelque chose dans la conversation à la table de cuisine la tourmentait. Ces incohérences concernant le programme de tutorat, la familiarité troublante avec laquelle il parlait des pensées intimes de sa fille. Incapable de se défaire de son inquiétude croissante, Marissa s'éloigna de la foule et monta les escaliers jusqu'à la chambre d'Adrienne. Elle l'avait laissée largement intacte depuis la disparition, un sanctuaire pour sa fille disparue. Le lit était toujours fait avec la couette violette qu'Adrienne avait choisie pour son 16e anniversaire. Son bureau était exactement comme elle l'avait laissé ce matin de juillet, ordinateur portable fermé, pot à crayon plein, manuel soigneusement empilé sur l'étagère au-dessus. Marissa ouvrit le tiroir du bureau où Adrienne gardait son agenda scolaire. Sa fille avait toujours été méticuleuse concernant son emploi du temps, un trait hérité de son père. L'agenda était un livre épais, à spirale, avec des vues mensuelles et hebdomadaires, ses pages remplies de l'écriture soignée d'Adrienne dans divers stylos colorés. Feuilletant jusqu'à l'année scolaire précédente, Marissa trouva septembre et commença à chercher toute mention de séance de tutorat. Dans la 2e semaine de septembre, écrit à l'encre bleue « Aide en sciences, Monsieur C, 15h30, salle 214 ». Mais c'était un lundi, pas un mardi ou jeudi, comme Monsieur Chandler l'avait affirmé. Ses doigts tremblaient alors qu'elle continuait à parcourir les pages. Une autre entrée 2 semaines plus tard, encore un lundi, puis une séance le mercredi début octobre avec une note annulée, Monsieur C a une réunion reportée à vendredi. Le schéma qui émergeait n'avait rien à voir avec l'horaire régulier mardi-jeudi qu'il avait décrit. Les séances étaient dispersées, sporadiques et fréquemment reprogrammées à sa demande. Marissa trouva les bulletins de notes d'Adrienne glissés dans les poches de l'agenda. En septembre, sa note en biologie était un solide B. En octobre, lorsque ses séances après l'école sont devenues plus fréquentes selon l'agenda, elle avait bondi à un A. En novembre, des scores parfaits dans toutes les matières. Elle revint aux pages hebdomadaires d'octobre, lisant plus attentivement maintenant. Dans les marges, Adrienne avait fait de petites notes au stylo violet, sa couleur préférée pour les pensées personnelles. 15 octobre, Monsieur C dit que je suis spécial, différente des autres élèves. 22 octobre, gagner mon A aujourd'hui, Monsieur C si fier. Le langage fit se retourner l'estomac de Marissa. Gagner? Qu'est-ce que cela signifiait? Passant à novembre, elle trouva des entrées plus inquiétantes. Plusieurs périodes de déjeuner étaient marquées salle de préparation des sciences, organisation des fournitures, mais avec des notations horaires qui n'avaient pas de sens. 12h00 à 12h45, alors que la période de déjeuner du lycée Lakeland ne durait que 30 minutes. Une autre entrée indiquait 12h-25 avec une note en retard en anglais, mais Monsieur C m'a écrit un mot d'excuse. Ses mains tremblaient maintenant alors qu'elle atteignait le 18 novembre. Là, dans l'écriture soignée d'Adrienne, se trouvait une entrée qui lui glaça le sang. Monsieur C m'a donné le bracelet rose pour être sa meilleure élève aujourd'hui. Si joli. Il a dit de ne pas le montrer à maman parce que les autres enfants seraient des jaloux et pourraient dire des choses méchantes. Notre secret spécial. Un bracelet?
Marissa n'avait jamais vu de bracelet rose. Elle feuilleta frénétiquement d'autres pages, trouvant des références éparses à des cadeaux et privilèges qui semblaient inappropriés. 3 décembre, Monsieur C m'a laissé utiliser son ordinateur portable personnel pour des recherches pendant le déjeuner. Il me fait tellement confiance. 10 décembre, trouver notre lieu d'études secret aujourd'hui. Monsieur C dit que c'est juste pour ses élèves spéciaux. J'ai dû promettre de ne le dire à personne, même pas à Jess. Jess était la meilleure amie d'Adrienne. Elle se disait tout, ou du moins, Marissa le pensait. L'entrée du 15 décembre était plus longue, occupant toute la section de notes pour ce jour. Monsieur C a expliqué pourquoi notre tutorat est différent de ce que les autres enfants reçoivent. Il dit que j'ai un potentiel qui nécessite un encadrement spécial, loin des masses médiocres, ces mots. Le lieu d'études secret est parfait, pas d'interruption, pas d'enfants jaloux qui regardent. Il dit qu'en terminale, je serai tellement en avance sur tout le monde que l'entrée à UW sera facile. Maman sera si fière. Il faut juste garder nos méthodes privées. Monsieur C dit que les gens ne comprendraient pas à quel point notre connexion est spéciale. Les jambes de Marissa cédèrent et elle s'effondra sur le lit d'Adrienne, l'agenda serré dans ses mains tremblantes. Le langage, le secret, les cadeaux, les réunions isolées, tout cela dépeignait un tableau de manipulation qui la rendait physiquement malade. Comment avait-elle manqué cela? Comment l'école avait-elle manqué cela? Par la fenêtre, elle pouvait entendre les portières claquer alors que les équipes de recherche se préparaient à partir. La voix de M. Chandler montait de l'allée, autoritaire et confiante, tandis qu'il donnait des instructions de dernière minute à son équipe. La même voix qui avait chuchoté à sa fille qu'elle était spéciale, qu'il avait attirée dans des réunions secrètes avec des cadeaux et des promesses. L'esprit de Marissa s'emballait. Devrait-elle appeler le détective Holbrook? Mais si elle se trompait, si elle n'était qu'une mère paranoïaque qui lisait trop dans des interactions innocentes entre enseignants et élèves. Les entrées étaient préoccupantes mais pas explicitement criminelles. Et si elle avait raison, si M. Chandler avait manipulé Adrienne, qu'est-ce que cela signifiait pour sa disparition? Le bruit des moteurs qui démarraient en bas rendit sa décision urgente. Les équipes de recherche étaient sur le point de partir, y compris l'équipe de M. Chandler se dirigeant vers le quadrant Est, la zone dont il l'avait spécifiquement éloignée. Marissa glissa l'agenda dans sa veste et descendit précipitamment, son esprit fait. Les équipes de recherche montaient dans leur véhicule, les bénévoles vérifiant l'équipement et confirmant les fréquences radio. Elle repéra son équipe A, assignée rassemblée près du SUV de l'entraîneur Rodriguez, mais ses yeux étaient fixés sur M. Chandler alors qu'il marchait vers sa Honda Accord argentée. « Madame Ewing, nous sommes prêts à partir !» appela Madame Patterson de l'équipe A. « J'arrive tout de suite », répondit Marissa, se dirigeant vers sa propre voiture à la place. « Je dois juste prendre quelque chose dans mon véhicule. » Elle se glissa dans sa Toyota Camry et démarra le moteur, observant dans son rétroviseur la Honda de M. Chandler quitter son allée. L'équipe C était censée se diriger vers le nord-est en direction de la forêt, vers Bunko Road, où Buddy avait été trouvé. Mais alors que Marissa s'engageait sur la route, maintenant une distance prudente, elle vit M. Chandler tourner vers le sud sur l'autoroute 95, la direction complètement opposée. Ses mains se crispèrent sur le volant. Où allait-il? Elle le suivit à distance, gardant au moins 2 voitures entre eux quand c'était possible. La circulation du dimanche après-midi était assez légère pour qu'elle puisse suivre sa Honda argentée sans trop s'approcher. À environ 3 miles sur l'autoroute 95, M. Chandler s'arrêta soudainement à une station-service. Le cœur de Marissa battait la chamade alors qu'elle passait devant. N'osant pas s'arrêter, dans son rétroviseur latéral, elle le vit sortir de sa voiture et regarder autour du parking, sa posture tendue et vigilante. Elle s'arrêta sur le parking d'un McDonald's un quart de mile plus loin et attendit, surveillant la route. 5 minutes plus tard, sa Honda réapparut, continuant vers le sud. Cette fois, elle laissa 3 voitures se placer entre eux avant de revenir sur l'autoroute. Ils roulèrent encore 2 miles avant que M. Chandler ne fasse un autre arrêt inattendu, cette fois à un étal de fruits apparemment abandonné au bord de la route. Il ne sortit pas, resta juste assis là pendant 1 minute entière. Marissa s'engagea sur une route secondaire, partiellement cachée derrière un groupe de pins, et l'observa à travers ses jumelles. Une paire qu'elle avait achetée pour l'intérêt éphémère d'Adrienne pour l'observation des oiseaux. M. Chandler vérifiait ses rétroviseurs à plusieurs reprises, sa tête pivotant à gauche et à droite. Il cherchait quelqu'un. La cherchait-elle? Après une autre minute, il revint sur l'autoroute. La bouche de Marissa était sèche alors qu'elle continuait à le suivre. Il tourna vers l'ouest sur Rimrock Road, une route sinueuse à 2 voies qui menait vers les zones résidentielles plus anciennes en périphérie de la ville. Elle connaissait cette zone. C'était là que beaucoup des maisons d'origine des colons se dressaient encore, des maisons de style artisanal du début des années 1900 dispersées parmi les développements plus récents. Elle dut reculer davantage maintenant, la circulation plus légère, rendant sa voiture plus visible.
La Honda disparut dans les virages, réapparut dans les lignes droites, la conduisant plus profondément dans le paysage rural. Après environ 4 miles, elle vit son clignotant s'allumer alors qu'il s'engageait dans une allée gravillonnée. Marissa passa devant sans ralentir et aperçut une vieille maison artisanale en retrait de la route, partiellement cachée par des rhododendrons envahissants. Elle continua sur un quart de mile avant de trouver un endroit pour faire demi-tour, puis se gara sur l'accotement derrière un bosquet de sapins de Douglas. Son téléphone avait encore un signal décent ici. Avec des doigts tremblants, elle rechercha l'adresse qu'elle avait aperçue sur la boîte aux lettres, 4847 Rimrock Road. Le site web du cadastre du comté se chargea lentement, mais finalement les informations sur la propriété apparurent. Propriétaire, succession d'Eleanor Chandler, date de décès, novembre 2019. Bénéficiaire, Tobias Chandler. Son cœur battait maintenant la chamade. Elle affina sa recherche, trouvant la nécrologie d'Eleanor Chandler. Une enseignante retraitée, précédée dans la mort par son mari William, survivante par son petit-fils Tobias. La propriété appartenait à la famille Chandler depuis 1947. Une recherche rapide sur Zillow révéla des informations plus troublantes. La maison avait été mise en location en mars 2020, quelques mois seulement après le décès d'Eleanor. Charmante maison artisanale de 3 chambres sur 2 acres, parfaite pour quelqu'un recherchant la tranquillité rurale. Mais le statut de l'annonce avait changé pour « temporairement hors marché » le 15 juin 2023. Marissa fit rapidement le calcul. Adrienne avait disparu le 8 juillet 2023. Moins d'un mois après que M. Chandler ait retiré la maison de sa grand-mère du marché locatif. Elle se rapprocha furtivement de la propriété à pied, restant dans la ligne des arbres. De son point d'observation caché, elle pouvait voir la maison plus clairement. Elle semblait bien entretenue, la pelouse tondue, la peinture fraîche. Mais des journaux s'étaient accumulés sur le porche avant. Elle pouvait les voir d'ici, un petit tas qui suggérait environ une semaine. Comme si quelqu'un entretenait la propriété mais n'y vivait pas réellement à plein temps. Des traces de pneus fraîches dans l'allée gravillonnée attirèrent son attention. Pas seulement celle de la Honda de M. Chandler qui était maintenant garée près du garage détaché. Il y en avait d'autres, légèrement plus anciennes mais encore récentes, menant à l'arrière de la propriété. La maison semblait vide, malgré la présence de M. Chandler. Pas de lumières allumées malgré l'après-midi nuageux, pas de mouvement aux fenêtres, mais il était entré avec une clé, en toute confiance, comme quelqu'un qui venait ici régulièrement. Où était-il censé être en ce moment? Diriger une équipe de recherche à travers le quadrant et de la forêt, à la recherche de traces de sa fille. Au lieu de cela, il était ici, dans une maison qu'il avait retirée du marché locatif 3 semaines avant la disparition d'Adrienne. Marissa s'accroupit derrière un épais groupe de buissons de myrtilles, son téléphone à la main, le numéro du détective Holbrook à l'écran, son pouce flottait au-dessus du bouton d'appel. Que dirait-elle? Qu'elle avait suivi un enseignant jusqu'à la maison de sa grand-mère au lieu de rejoindre les recherches, qu'elle avait un pressentiment que quelque chose n'allait pas, basé sur des entrées d'agenda et le fait qu'il avait conduit dans la direction opposée à celle où il était censé être. Elle pouvait imaginer la réponse du détective. « Avez-vous vu quelque chose de criminel? Avez-vous des preuves d'un crime? Et qu'avait-elle vraiment? Un enseignant dans une maison qu'il possédait légalement. Des entrées de journal intime, préoccupantes mais vagues. Un mauvais pressentiment. Non, elle avait besoin de plus avant de passer cet appel. Si elle se trompait, si tout cela n'était qu'une illusion paranoïaque provoquée par le chagrin et le choc matinal de trouver Buddy vivant, non seulement elle s'embarrasserait, mais potentiellement déraillerait les efforts de recherche réels. Et si elle avait raison, elle ne pouvait pas risquer que M. Chandler soit alerté et potentiellement blesse Adrienne. Marissa recula de sa cachette et retourna à sa voiture. Elle redescendit Rimrock Road, cherchant un meilleur point d'observation. À environ un quart de mile de la propriété Chandler, elle repéra une grange abandonnée, sa peinture rouge s'écaillant et son toit partiellement effondré. Un chemin de terre chaotique menait derrière. Parfait. Elle gara sa Camry derrière la grange, cachée de la route, et commença à retourner vers la maison à pied. La forêt était dense ici, les sapins de Douglas et les cèdres créant un écran naturel. Elle se déplaçait prudemment, évitant les branches sèches, reconnaissantes pour le sol forestier moelleux, humidifié par la pluie récente. L'arrière de la propriété Chandler apparut à travers les arbres. De cet angle, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués depuis l'avant. Le niveau du sous-sol de la maison était plus visible ici où le sol s'inclinait. La plupart des fenêtres du sous-sol avaient été remplacées par des blocs de verre. Le genre épais et opaque qui laisse entrer la lumière mais empêche quiconque de voir à l'intérieur ou à l'extérieur. C'était une modification inhabituelle pour une propriété locative. Mais il y avait une petite fenêtre qui n'avait pas été complètement bloquée. Une fenêtre de ventilation, peut-être 20 cm de haut et 60 cm de large, toujours vitrée mais avec ce qui ressemblait à des rideaux suspendus à l'intérieur. Des retouches de béton frais autour des fondations attirèrent son attention.
Quelqu'un avait fait des travaux récents ici, scellant des interstices ou peut-être renforçant les fondations. Le béton semblait dater de quelques mois, sa couleur encore plus claire que les fondations d'origine. Marissa s'approche furtivement, utilisant les rhododendrons envahissants comme couverture. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre depuis la maison. Lorsqu'elle atteignit la fenêtre de ventilation, elle dut se baisser, la fenêtre n'étant qu'à environ 30 cm au-dessus du niveau du sol. Il y avait un petit espace où les rideaux ne se rejoignaient pas tout à fait. Elle pressa son visage contre la vitre, formant des œillères avec ses mains pour bloquer la lumière de l'après-midi. Ce qu'elle vit glaça son sang. C'était indéniablement une configuration de salle de classe. Un tableau blanc sur le mur du fond couvert d'écriture, un bureau avec des manuels soigneusement empilés sur sa surface. Et accroché au dossier de la chaise de bureau, le sac à dos violet d'Adrienne, celui avec la petite déchirure sur la poche avant qu'elle avait réparé avec un écusson thermocollant en forme de smiley. Celui qu'elle avait emporté lors de cette dernière promenade matinale parce qu'elle avait prévu de s'arrêter à la bibliothèque après. La vision de Marissa se brouilla de larmes, mais elle se força à se concentrer, à cataloguer tout ce qu'elle pouvait voir. Les manuels provenaient définitivement du lycée Lakeland. Elle reconnut le manuel de biologie avancée, la même édition qu'Adrienne utilisait. Le tableau blanc était couvert de notes sur la respiration cellulaire. L'écriture, incontestablement la même écriture précise de M. Chandler qu'elle avait vue sur les devoirs rendus d'Adrienne. La pièce semblait habitée. Il y avait un petit réfrigérateur dans un coin, un micro-ondes posé dessus, un lit étroit contre le mur de pierre, et c'était définitivement de vieux murs de pierre, suggérant que cela avait été autrefois une cave à légumes. Une porte qui devait mener à une salle de bain d'après le tuyau en PVC qu'elle pouvait voir courir le long du plafond. Un mouvement dans sa vision périphérique la fit se figer. Monsieur Chandler descendait ce qui devait être des escaliers hors de son champ de vision, portant un plateau. Elle pouvait voir des sandwichs, un verre de lait, une pomme coupée en tranches, comme Adrienne les aimait toujours. Il sortit de son champ de vision vers la zone sous les escaliers qu'elle ne pouvait pas voir. Mais elle pouvait entendre sa voix, étouffée à travers la vitre mais encore audible. « J'ai apporté le déjeuner, d'un des fromages suisses, ton préféré. » Il y eut une réponse, une jeune voix féminine trop faible pour comprendre les mots. « Ta mère n'a toujours pas compris, » continua M. Chandler, sa voix prenant ce même ton confidentiel qu'elle avait entendu à sa table de cuisine. « Mais nous devons être plus prudents maintenant qu'ils ont trouvé le chien. » Une autre réponse, plus longue cette fois. Le ton n'était pas paniqué ou suppliant. Il semblait résigné, las, comme quelqu'un ayant une conversation qu'ils avaient eue de nombreuses fois auparavant. « Je sais qu'il te manque, » dit M. Chandler. « Mais c'était nécessaire. Nous ne pouvions pas le laisser les mener ici trop tôt. Tu comprends cela, n'est-ce pas ? Tout ce que je fais est pour te protéger, pour protéger ce que nous construisons ensemble. » La voix féminine à nouveau, et cette fois Marissa saisit quelques mots portés par le courant d'air de la fenêtre de ventilation. « Maman ne va pas. Les devoirs. » « Ta mère comprendra éventuellement, » répondit M. Chandler. « Quand tu obtiendras ton diplôme avec des notes parfaites, quand tu entreras à l'école de médecine, quand tu deviendras tout ce dont tu es capable, elle verra que j'avais raison, que l'école traditionnelle te retenait. Notre méthode est ses meilleures. » Marissa pressa sa main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Adrienne. Sa petite fille était là-bas, vivante mais emprisonnée dans le délire de cet homme. D'après les murs de pierre et l'étroite fenêtre, il devait s'agir d'une ancienne cave à légumes convertie, datant probablement de la construction originale de la maison. Une prison parfaite, insonorisée, sans fenêtre, à l'exception de cette petite ouverture de ventilation, invisible depuis la route. Elle devait appeler à l'aide maintenant. C'était une preuve, une vraie preuve. Sa fille, elle était vivante. Les mains de Marissa tremblaient so violemment alors qu'elle sortait son téléphone, toujours accroupie sous la fenêtre du sous-sol. Elle recula lentement, essayant de mettre de la distance entre elle et la maison tout en gardant la porte arrière en vue. L'unité HVAC, ronronnant doucement près du coin de la maison, offrait une certaine couverture. Elle se pressa contre sa surface métallique et composa le 911. « 911, quelle est votre urgence ?» La voix calme de la standardiste semblait surréaliste face au battement de cœur de Marissa. « C'est Marissa Ewing, » chuchota-t-elle avec urgence. « Ma fille Adrienne est portée disparue depuis 1 an. Je suis au 4847 Rimrock Road et je peux la voir. Elle est retenue dans le sous-sol par son professeur, Tobias Chandler. Madame, j'ai besoin que vous parliez plus fort. Avez-vous dit que vous pouvez voir votre fille disparue ?» La standardiste, son badge indiquera plus tard Bethany Cole, tapait déjà, alertant les unités. « Oui, elle est dans le sous-sol. J'ai vu son sac à dos, je l'ai entendu lui parler, c'est le 4847 Rimrock. » Marissa déplaça son poids pour épeler le nom de la rue plus clairement, et son pied écrasa quelque chose qui craqua comme un coup de feu dans l'après-midi tranquille. Elle baissa les yeux avec horreur sur la lampe solaire décorative brisée, son boîtier en plastique fendu et le verre éparpillé sur le sol.
La porte arrière s'ouvrit violemment avec une telle force qu'elle rebondit contre le mur. Monsieur Chandler se tenait là, son visage tordu de rage, ses traits normalement composés déformés. « Je sais que vous êtes là !» cria-t-il, ses yeux scrutant le jardin. « Marissa, vous m'avez suivi. Vous ne pouviez pas simplement me faire confiance pour la chercher, n'est-ce pas ?» Marissa courut. Téléphone toujours pressé contre son oreille, elle sprinta vers la lisière des arbres, entendant la voix urgente de la standardiste demandant sa position. « Rimrock Road, 4847, envoyez de l'aide maintenant. Il me poursuit. » Son pied se prit dans une racine et elle tomba lourdement, le téléphone s'envolant de sa main. Elle se précipita pour le saisir, mais M. Chandler était déjà là, le ramassant. Avec un son inarticulé de fureur, il le lança contre le revêtement en briques de la maison. Le téléphone explosa en morceaux. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il, alors que Marissa se relevait et courait. « Vous n'avez jamais compris ce dont Adrienne a vraiment besoin. La pression que vous lui mettez, l'éducation médiocre dans cette école, je la protège d'un monde qui n'apprécie pas les élèves doués comme elle. » Marissa se fraya un chemin à travers les broussailles, les branches déchirant ses vêtements et sa peau. Elle pouvait l'entendre derrière elle, ses nouvelles bottes de randonnée écrasant les débris forestiers. Sa voiture, elle devait atteindre sa voiture. Elle se mourait intérieurement, sa voix se rapprochait. Noyée dans des travaux inutiles et des tests standardisés alors qu'elle pourrait vraiment apprendre. Je lui ai donné ce que vous ne pouviez pas. Une attention individuelle, une véritable éducation, une chance d'atteindre son plein potentiel. La grange abandonnée apparut et Marissa accéléra, ses jambes brûlantes. Elle pouvait voir sa Camry à seulement 15 mètres. 12, 9. Elle ouvrit la portière d'un coup sec et se jeta à l'intérieur, verrouillant les portes juste au moment où M. Chandler atteignait le véhicule. Ses poings martelèrent la vitre. « Elle veut être là. Elle s'épanouit. Vous allez détruire tout ce que nous avons construit. » Marissa démarra le moteur et passa en marche arrière, projetant du gravier en s'éloignant de lui. Dans son rétroviseur, elle le vit courir vers sa Honda. Elle tourna le volant, les pneus crissant alors qu'elle se dirigeait vers la route principale. Son esprit s'emballait aussi vite que sa voiture. La standardiste avait obtenu l'adresse, elle l'avait dite 2 fois, Epley Rimrock. Cela devait être suffisant. Ils enverrèrent des unités. Ils le devaient. Elle s'engagea sur Rimrock Road en dérapant, prenant les virages trop vite. Dans ses rétroviseurs, elle pouvait voir la Honda argentée la poursuivre. Monsieur Chandler conduisant avec la même intensité terrifiante qu'il avait montré dans la cour. À l'intersection, avec Cedar Lane, elle prit un virage serré à droite, les pneus hurlant. Il suivit, plus proche maintenant. Un quartier résidentiel s'ouvrit devant elle et elle se faufila à travers, brûlant les stops, priant pour qu'aucun enfant ne joue dans les rues. Gauche sur Maple, droite sur Third, une autre gauche sur Pine. Mais il connaissait aussi ses routes, resta avec elle à chaque virage. L'autoroute 95 apparut devant et elle s'inséra dans la circulation sans regarder, des klaxons retentissant autour d'elle. La Honda suivit, coupant la route à un pick-up pour rester dans son sillage. Mais la circulation plus dense joua en sa faveur, elle pouvait se faufiler entre les voitures, tandis qu'il restait bloqué derrière un camping-car lent. Au moment où elle atteignit l'intersection de Walmart, elle l'avait perdu de vue. Elle entra dans le parking et conduisit jusqu'au coin le plus éloigné, se garant entre 2 grands camions où sa voiture ne serait pas facilement visible depuis la route. Tout son corps tremblait, l'adrénaline la rendant malade. Elle n'avait pas de téléphone, aucun moyen de savoir si de l'aide arrivait. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre et de prier pour que Bethany Cole ait compris suffisamment pour envoyer de l'aide. 21 minutes plus tard, l'officier James Wright du département du shérif du comté de Kootenai fut le premier à repérer la Honda Accord argentée revenant au 4847 Rimrock Road. 2 autres unités étaient déjà en position, étant arrivées quelques minutes plus tôt pour trouver la propriété apparemment vide. Ils étaient sur le point de forcer l'entrée quand la Honda apparut. Monsieur Chandler vit les voitures de police trop tard. Il essaya de faire marche arrière, mais l'unité de l'officier Wright le bloqua. En quelques secondes, les officiers l'avaient sorti de la voiture et menotté, son personnage d'enseignant composé finalement, complètement brisé. « Vous ne comprenez pas !» hurla-t-il, alors qu'il lui lisait ses droits. « Elle a besoin de moi, son éducation, son avenir, je suis le seul qui comprenne vraiment son potentiel. » Les officiers ignorèrent ses délires alors qu'ils fouillaient la propriété. L'étage principal ne révéla rien d'inhabituel, mais dans le sous-sol, l'adjointe Sarah Martinez remarqua quelque chose d'étrange à propos du placard du chauffe-eau. Le chauffe-eau lui-même était étrangement avancé, et derrière, « J'ai trouvé une porte ici », appela-t-elle. Elle était habilement dissimulée, peinte pour correspondre au mur, avec un mécanisme de verrouillage sophistiqué. Les clés de M. Chandler l'ouvrirent, révélant un couloir étroit qui menait à une autre porte, celle-ci en acier, avec un verrou qui se fermait de l'extérieur. L'officier Wright l'ouvrit avec précaution, s'annonçant « Adrienne, c'est la police, nous sommes là pour vous aider. »
La pièce au-delà était exactement comme Marissa l'avait décrite, une ancienne cave à légumes convertie en une bizarre prison-salle de classe. Et là, assise au bureau avec un crayon à la main, se trouvait Adrienne Ewing. Elle leva les yeux vers les officiers avec des yeux creux, son visage pâle après une année sans lumière du soleil. Elle était mince, mais pas émaciée, vêtue de vêtements propres qui semblaient trop grands pour sa silhouette. Dans ses mains, elle serrait un cahier rempli de ligne après ligne d'écriture soignée. « Je dois terminer ce devoir » dit-elle, sa voix rauque de ne pas avoir été utilisée. « Monsieur C dit que je ne peux pas entrer à l'université si je ne maintiens pas ma moyenne parfaite. J'ai un examen demain sur la mitose cellulaire. Adrienne, ma chérie, tu es en sécurité maintenant, dit doucement l'officier Wright, se déplaçant lentement dans la pièce. Ta maman nous a envoyés. Tu rentres à la maison. À la maison ? Elle semblait confuse, presque effrayée. Mais j'ai des devoirs, 3 chapitres à lire, 2 rapports de laboratoire à rédiger. Monsieur C dit que si je prends du retard, je ne rattraperai jamais. Les autres élèves sont déjà tellement en avance. L'adjointe Martinez dut refouler ses larmes en regardant l'adolescente de 17 ans serrer son cahier comme une bouée de sauvetage. Des mois de devoirs complétés visibles dans ses pages. Le travail désespéré d'une enfant essayant de gagner sa liberté par des notes parfaites, ne comprenant pas qu'aucune quantité de A ne serait jamais suffisante pour l'homme qui avait volé sa vie. « Nous veillerons à ce que ton travail soit en sécurité », promit l'officier Wright, prenant doucement le cahier de ses mains. « Mais maintenant, nous devons t'amener à ta maman. Elle te cherche depuis si longtemps. » Les lumières fluorescentes de l'hôpital Kootenai Health semblaient trop vives après la pénombre de la cave. Adrienne était assise sur le lit d'examen, sa silhouette mince noyée dans une blouse d'hôpital, tandis que les infirmières prélevèrent du sang et vérifiaient ses signes vitaux. Elle continuait à demander ses devoirs, si quelqu'un avait apporté ses manuels, si elle pouvait avoir juste un crayon et du papier pour travailler sur ses problèmes de calcul. Dans une salle de conférence 3 étages plus bas, le détective Marcus Holbrook était assis face à Tobias Chandler. Le masque composé du professeur de sciences s'était finalement complètement effondré. Ses mains étaient de menottées à la table, sa chemise en désordre, ses cheveux soigneusement coiffés maintenant pendant mollement sur son front. « Je veux expliquer », dit Chandler, sa voix prenant une qualité presque suppliante. « Les gens ne comprendront pas, mais j'ai besoin que quelqu'un connaisse la vérité. » Le détective Holbrook activa son enregistreur. « Allez-y, monsieur Chandler, dites-moi tout. » J'ai remarqué Adrienne le premier jour où elle est entrée dans mon cours de biologie en seconde il y a 3 ans, commença Chandler, ses yeux distants de souvenirs. Elle n'était pas comme les autres élèves. Elle avait cette fin d'approbation, de perfection. La plupart des enfants de son âge sont paresseux, distraits. Mais Adrienne, elle buvait chaque mot, prenait des notes méticuleuses, restait toujours après la classe avec des questions. « Quand votre relation est-elle devenue inappropriée ?» demanda Holbrook, gardant sa voix neutre malgré son dégoût. « Je préfère penser au moment où j'ai reconnu son véritable potentiel », corrigea Chandler. Ses parents venèrent de divorcer. Elle luttait avec des sentiments d'abandon de ne pas être assez bien. Ses notes baissaient, des B dans la plupart des matières. Elle est venue me voir presque en larmes un jour, inquiète pour sa moyenne. Il se pencha en avant comme si le détective pourrait comprendre. J'ai vu une opportunité de l'aider. Je lui ai parlé des notes pondérées, comment avec une attention spéciale et des devoirs supplémentaires, je pourrais lui assurer le A dont elle avait besoin. Elle était si reconnaissante, si désireuse de prouver qu'elle méritait cette aide supplémentaire. « Vous avez utilisé ces notes comme levier » déclara platement Holbrook. « J'ai fourni une motivation » insista Chandler. Les séances de la pause déjeuner ont commencé assez innocemment. Elle venait dans la salle de préparation des sciences et nous révisions le matériel. Mais elle était si réceptive aux éloges, si désespérée de validation, quand je lui ai dit qu'elle était spéciale, différente des autres, elle s'est épanouie comme une fleur au soleil. La mâchoire du détective se crispa. « Quand l'avez-vous agressée pour la première fois ?» Le visage de Chandler s'assombrit. Ce n'était pas une agression, c'était une connexion. Pendant notre unité d'anatomie, j'expliquais les groupes musculaires et j'ai posé ma main sur son épaule pour démontrer. Elle ne s'est pas écartée. Si quelque chose, elle s'est penchée vers le contact. Après cela, les limites sont devenues plus fluides. Une main sur son dos, en regardant son travail, s'asseoir plus près que nécessaire, l'embrasser quand elle obtenait des scores parfaits. Et l'enlèvement ? Ce n'était jamais le plan, dit Chandler, l'agitation gagnant sa voix. Mais fin juin, lors d'une de nos séances, Adrienne a mentionné que sa mère envisageait un emploi à Spokane. Elle déménagerait avant sa dernière année. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Elle était si proche de la perfection, d'atteindre tout ce pour quoi nous avions travaillé. Un déménagement détruirait ses progrès, l'exposerait à des enseignants inférieurs qui ne comprendraient pas ses besoins. Il décrivit ses préparatifs avec une fierté troublante. 3 mois de travail sur la cave à légumes de sa grand-mère, insonorisant les murs, installant un système de ventilation qui maintiendrait l'air circulant sans permettre au son de s'échapper. Des toilettes chimiques, assez discrètes pour éviter les soupçons lors de l'achat.
un mini réfrigérateur et un micro-ondes pour les besoins de base, du matériel éducatif pour poursuivre ses études. J'ai dit aux voisins que je rénovais pour louer le sous-sol comme studio, continua-t-il. Ils n'ont jamais posé de questions. Pourquoi l'auraient-ils fait? J'étais un enseignant respecté, améliorant une propriété familiale. Le jour de sa disparition, l'encouragea Holbrook. Je connaissais sa routine. Promenade du samedi matin avec le chien sur le Centennial Trail. Toujours le même parcours, même heure. Je l'ai intercepté près du pont où le sentier est isolé. Le chloroforme provenait d'anciennes fournitures de chimie que l'école était censée avoir détruites il y a des années. Elle n'a pas souffert. Quand elle s'est réveillée, elle était en sécurité dans sa nouvelle salle de classe. Et le chien? Une diversion nécessaire. J'avais repéré cet emplacement dans la forêt des semaines auparavant, assez éloigné pour qu'il ne soit pas trouvé immédiatement, mais éventuellement quelqu'un le découvrirait. Cela concentrerait les recherches loin de la maison. Je suis retourné périodiquement pour le nourrir, le maintenir en vie. Un chien mort mettrait fin à la recherche. Un chien vivant la prolongerait, garderait l'espoir vivant tout en dirigeant les ressources loin de la vérité. 2 étages plus haut, l'intervieweuse médico-légale docteur. Patricia Vance était assise avec Adrienne dans une pièce calme conçue pour sembler moins clinique que le reste de l'hôpital. Marissa regardait à travers une vitre sans teint, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle écoutait le récit plat et sans émotion de sa fille. « Monsieur C a tout expliqué ce premier jour », dit Adrienne, ses yeux fixés sur ses mains. « Il a dit que maman était soulagée que je sois partie. Que maintenant elle pouvait sortir avec des hommes sans s'inquiéter de donner un mauvais exemple, pouvait économiser de l'argent au lieu de payer pour l'université. Il m'a montré un article de journal sur son téléphone à propos des fugues, a dit que c'est ainsi que j'avais été classée. Pas disparue, juste une autre adolescente fugueuse. Comment cela t'a-t-il fait te sentir? Demanda doucement Dr Vance. Blessée au début, mais ensuite reconnaissante. Monsieur C a dit qu'il était le seul à vraiment se soucier de mon éducation, de mon avenir. Il a risqué tout pour me donner une attention individuelle, pour me préparer à l'université sans les distractions et l'enseignement inférieur de l'école ordinaire. Elle décrivit sa routine quotidienne avec une normalité troublante. Réveil à 6 heures, petit déjeuner, généralement des céréales ou des toasts, qu'il apportait. Mathématiques de 7 heures à 9 heures, sciences jusqu'au déjeuner, après-midi pour l'histoire et l'anglais, soirée pour la préparation aux tests et les essais pour l'université. Il notait tout, fournissant des commentaires détaillés, des éloges pour la perfection, de la déception pour tout ce qui était moins. Il me donnait des récompenses pour les bonnes performances, continua Adrienne, le bracelet rose quand j'ai maintenu des A parfaits pendant 1 mois, de nouveaux livres quand je dépassais les attentes, une variété alimentaire supplémentaire pour des scores de tests parfaits. Du temps d'écran sur son ordinateur portable pour des essais exceptionnels, toujours supervisés bien sûr. « As-tu déjà essayé de partir ?» demanda Dr Vance. Adrienne semblait confuse par la question. « Où irais-je ? J'étais une fugueuse. Maman ne voulait pas que je revienne. J'avais manqué tellement d'école, je ne rattraperais jamais. Monsieur C me préparait au succès. Là-bas, elle fit un geste vague, je serais juste un autre échec. Dr Elena Morrison, la spécialiste des traumatismes, expliqua à Marissa qu'Adrienne avait développé un syndrome de Stockholm sévère. Une année d'isolement complet avec seulement son ravisseur pour contact humain combiné à sa manipulation psychologique a fondamentalement altéré sa perception de la réalité. Elle croit sincèrement qu'il la protégeait, que le monde extérieur la rejetterait. Quand ils ont finalement permis à Marissa d'entrer dans la pièce, Adrienne la regardait avec des yeux qui semblaient à la fois jeunes et impossiblement vieux. « Maman ?» Sa voix était incertaine, comme si elle n'était pas sûre que c'était réel. « Oh ma chérie !» sanglota Marissa, prenant sa fille dans ses bras. « Je n'ai jamais cessé de chercher. Pas un seul jour, je t'aime tellement. » Adrienne était rigide dans son étreinte au début, puis lentement, comme de la glace fondante, elle commença à s'adoucir. « Il a dit que tu étais contente, chuchota-t-elle. Que j'étais trop de problèmes, trop cher. »« Jamais, dit Marissa férocement. Tu es tout mon monde, tout ce que j'ai fait était pour te trouver, pour te ramener à la maison. » Le détective Holbrook entra tranquillement, faisant un signe de tête au Dr Vance. « Nous avons tout trouvé, dit-il doucement. Le bracelet rose, les devoirs terminés, les essais universitaires qu'elle a écrits sur les raisons pour lesquelles elle prenait une année sabbatique pour des études indépendantes. La manipulation était complète. » Adrienne s'écarta légèrement de sa mère, l'anxiété se glissant dans ses traits. « Mes devoirs, les avez-vous sauvés? Tout ce travail, j'en ai besoin pour mes relevés de notes. » Sa voix devint plus petite, plus effrayée. « Est-ce que je vais toujours entrer à l'université, même si j'ai manqué une année d'école réelle? Monsieur C a dit que le programme d'enseignement à domicile était meilleur, mais si les universités ne l'acceptent pas, et si j'avais tout ruiné ?» Marissa serra sa fille plus fort, sentant les os fragiles sous ses mains, comprenant que le sauvetage physique n'était que le début. La fille dans ses bras croyait que sa valeur se mesurait en notes parfaites, que l'amour était conditionné à la réussite scolaire, qu'une année de captivité était préférable au risque de médiocrité éducative.
Guérir de cela prendrait bien plus longtemps que guérir de l'enfermement physique. Nous allons trouver ensemble, murmura Marissa, caressant les cheveux ternes d'Adrienne. Tout ce dont tu as besoin, peu importe le temps que ça prendra, tu es en sécurité maintenant, c'est tout ce qui compte. Mais même en disant cela, elle pouvait sentir la tension de sa fille, la peur que la sécurité ne soit pas suffisante si elle venait sans la moyenne parfaite qui était devenue toute son identité dans cette prison au sous-sol.